Savez-vous ce que vit un dépendant affectif? Sa vie n'est pas facile, vous savez. Lorsque vous vivez dans la dépendance, vous subissez chaque soir dans votre lit une angoisse très très lourde. La peur de perdre l'amour de l'autre. L'autre qui peut être votre conjoint ou votre conjointe, un membre de votre famille ou peut-être votre ami. Lorsque vous avez des amis, vous vous surpassez. Lorsque vous êtes amoureux, c'est l'amour fou, la plus grande passion. Vous vous investissez à fond dans la relation, vous ne vous autorisez pas à décevoir, et vous vivez, jour après jour, dans la crainte ô combien grande de ne pas être à la hauteur. Vous êtes prêt à tout pour apporter du bonheur à l'autre. Dès que quelque chose cloche, hop, ça y est, c'est la catastrophe, c'est l'état d'alerte. Cependant, même confronté à l'infidélité ou au flagrant désintéressement de l'autre, vous demeurez convaincu que la relation est encore possible. Ah oui, mais l'autre jour, il était tellement gentil. Vous vous accrochez à de petits moments heureux, de futiles indices de tendresse, et vous croyez que ces moments vont durer, que tout rentrera dans l'ordre et que l'autre va changer. Lorsque vous vivez dans la dépendance, le téléphone est votre meilleur ami. C'est plus fort que vous. Vous avez besoin de rester en communication presque constante avec l'objet de votre obsession, et s'il vous est impossible de le joindre, vous ne pouvez plus fonctionner. C'est la panique. Maintenant, voici quelques dires à répétition, indicateurs fiables de la dépendance affective. C'est toi mon idole. Manque d'estime de soi. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Dévalorisation de soi. Sans toi, je ne suis rien. Dévalorisation de soi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Dévalorisation de soi. Oui, d'accord. Peur de déplaire. Oh non, reste avec moi. Peur d'être seul. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Ignorance de ses propres besoins. Ah, si tu veux. Peur de prendre des décisions et des responsabilités. Un point important, je vais attirer votre attention sur l'existence de deux types de dépendance affective. Vous vous en doutez peut-être, mais dans une relation normale, c'est donner et recevoir. Un peu comme dans un jeu de ping-pong. Je lance la balle et elle me revient. Autrement dit, chacun des membres du couple donne de l'amour à l'autre et reçoit de l'amour en retour de la part de l'autre. Dans une relation de dépendance, c'est complètement l'inverse qui se passe. C'est donner ou à recevoir. La personne souffrant de dépendance affective va soit ne faire que donner, soit ne faire que recevoir. Dans le premier cas de dépendance, ceux qui ne font que donner, le dépendant essaie de toutes ses forces de satisfaire l'autre et ne reçoit rien ou très peu en retour. Il évolue avec l'esprit de sacrifice. Je m'oublie pour faire plaisir aux autres. Je donne toujours plus. Je vais au-delà des demandes, je crée des besoins, je me rends indispensable, de la même manière qu'un guichet automatique qui n'est jamais hors service. Moi, j'appelle ça être monsieur ou madame plus. Je vais être belle, gentille, accommodante. Je vais être tellement aimable. Je vais donner plus, ce qui fait qu'il va tellement plus m'aimer. Mais en fait, il va tellement plus m'abuser. Lorsqu'on est dans ce cas de dépendance, on recherche désespérément de l'amour et on devient une sorte de caméléon. Moi, des désirs, des besoins? Non, j'en ai pas. Ce sont ceux des autres. Je me fonds dans ceux des autres. Votre amoureux devient votre univers, votre idole et votre équilibre. Quand il n'est pas là, ou pire lorsqu'il vous quitte, vous avez la sensation de tomber dans le gouffre. Vous arrêtez de fonctionner normalement, vous êtes incapable de manger, vous maigrissez, vous pleurez tout le temps, tant l'anxiété est grande. C'est un véritable choc. Quant au deuxième cas de dépendance, ceux qui ne font que recevoir, leur amoureux a pour mission de les rendre heureux ou heureuses. Et s'il remplit mal son mandat, il le sort de sa vie, il le vire. Ces dépendants fonctionnent en mode de survie. Avant de se faire abandonner, ils préfèrent quitter la relation. Ils ont aussi tendance à enchaîner les relations sans jamais être satisfaits. Ils recherchent, souvent inconsciemment, un homme ou une femme à qui ils font bonne impression
et qu'ils peuvent par la suite contrôler. Ce sont donc là les deux cas de dépendance affective. Mais attention, dans une relation de dépendance, ce n'est pas nécessairement un seul des membres du couple qui est dépendant de l'autre. Les deux peuvent être dépendants. L'un ne fait que donner et l'autre ne fait que recevoir. Comme deux aimants de pôles opposés, ils s'attirent, car l'un, cela fait son affaire d'avoir quelqu'un qui ne fait que donner. Vous aurez l'impression que c'est le grand amour, l'entente parfaite, alors qu'il n'en est rien. La dépendance affective se manifeste également par un besoin de s'effacer, de ne pas nuire ou de ne pas déranger. Cela découle bien évidemment de l'idolâtrie de l'autre et du désir profond de ne pas entrer en compétition avec l'autre. La très bonne question est de savoir d'où peut bien venir ce désir de s'effacer au profit d'autres gens. On a forcément appris cela quelque part. Eh bien, dès le plus jeune âge, les parents et les enseignants apprennent aux enfants à s'oublier. Ah, ne sois pas égoïste, pense aux autres. Mais encore, l'autre cause est d'avoir eu des parents qui n'ont pas fait montre d'assez d'affection à votre endroit ou qui répriment leurs émotions et leur sensibilité. Lorsque l'enfant envoie à ses parents un trait touchant « Oh, je t'aime », on lui sert « Ah, tu me fatigues avec cela ». « Oh, viens, je vais te coller ». « Non, 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 je suis pressé, il faut que je travaille, il faut que je fasse le ménage. Je suis pressé, je suis pressé. » L'enfant va ressentir du rejet, sentiment d'abandon, sentiment de déranger. Une étude révèle d'ailleurs que certains enfants dès l'âge de 4 ans manquaient déjà d'estime de soi et ont le sentiment de déranger. Alors, imaginez le résultat à l'âge adulte. Ce qui est important, ce n'est pas le temps que les parents passent avec leurs enfants, mais la qualité de temps qu'ils passent avec eux. C'est donc là quelques-unes des causes de la dépendance affective. Il en existe d'autres, bien sûr. Par exemple, les familles dysfonctionnelles, les foyers où règne la violence, l'alcoolisme, la négligence et le manque de communication sont des milieux propices à la dépendance affective. Mais encore, lorsqu'on a eu un père manquant ou une mère manquante, il est fort probable que l'on cherche inconsciemment toute notre vie à combler ce vide. Et que dire de ce père ou de cette mère de famille qui joue sans savoir la carte de la victimisation ou du malade imaginaire? Ah oui, l'an prochain, si Dieu me prête vie, mes petits-enfants, je les verrai pas grandir. Ou, j'ai mal. C'est sûrement un cancer qu'on ne m'a pas diagnostiqué. Certains enfants ont grandi dans cette ambiance macabre et mortifère, qui consistait à considérer qu'ils avaient à la maison un grand malade, mais qui en fait se portait très bien. Ainsi, les enfants étaient tous aux petits soins et incapables de le contredire. Et s'ils ne le faisaient pas, bonjour le sentiment de culpabilité, coupable de ne pas prendre soin de son père ou de sa mère, coupable d'être un être insensible, coupable de ne pas penser aux autres. Alors, pour éviter cela, l'enfant aura tendance à s'oublier. La mauvaise graine est ainsi semée. Comme vous le voyez donc, les motifs de la dépendance affective remontent aux premiers instants de notre vie. Alors, pourquoi s'en sortir? Afin de vous sentir maître de votre destinée, afin d'élever des enfants autonomes sur le plan affectif et émotionnel, être bien dans votre peau, avoir une meilleure relation avec vous et avec les autres, agir en fonction de vos désirs et non plus de vos peurs, vous devez donc agir. Que dis-je? Vous avez déjà décidé d'agir tout simplement parce que vous êtes en train de m'écouter et je m'en réjouis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous venons ensemble d'identifier un problème, dépendance affective, et nous l'avons comme analysé, décortiqué, et vu qu'il y a derrière ce problème plusieurs sous-problèmes. Peur d'être seul, désir insatiable d'être aimé, peur d'être rejeté, sentiment de culpabilité, sentiment de honte, manque d'estime de soi, peur de ne pas être à la hauteur. Et bien sûr, la source de tous vos maux remonte à l'enfance. Si nous avions la possibilité de faire un saut vers le passé pour corriger la source du problème, le problème aurait été agréable et facile à régler
Eh bien, malheureusement, je ne crois pas que cela soit possible. La clé du succès est donc de pulvériser les sous-problèmes. Les sous-problèmes que je viens de citer ne sont qu'une partie. C'est à vous de découvrir le reste en faisant un travail sur vous et d'essayer de trouver des remèdes. En divisant le problème de dépendance affective en plusieurs sous-problèmes, cela vous semblera du coup plus facile et plus simple à combattre. Chaque problème que vous réussirez à identifier et à vaincre, c'est quand vous procurez un nouveau pouvoir, une victoire de plus dans votre combat. Bien, maintenant, voici mes 9 procédés secrets pour accroître l'autonomie affective. Voici mes 9 recettes secrètes qui vous aideront à combattre efficacement la dépendance affective. 1. Prendre conscience du problème et garder une attitude mentale positive. On va s'entendre que changer d'amoureux tous les 3 mois n'est pas normal, ok? Oublier sa vie pour un homme ou pour une femme n'est pas normal non plus. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Prendre conscience de sa dépendance est la toute première étape à qui veut s'en sortir. Arrêtez de faire l'autruche, arrêtez de nager à contre-courant. Il est impossible de s'en sortir tant qu'on nie le problème. Le simple fait d'accepter l'existence du problème est un très grand pas. Vous devez donc, dans un premier temps, tracer le portrait fidèle de vos comportements et de vos sentiments afin d'analyser par la suite leurs effets négatifs. Ensuite, gardez une attitude mentale positive. Arrêtez de jouer à la victime, arrêtez de vous plaindre, cela ne favorise en rien la résolution du problème. Les phrases « je ne peux pas »,« c'est plus fort que moi »,« je n'y arriverai jamais » doivent disparaître de votre vocabulaire. Remplacez-les par « c'est facile, je peux ». Et comme la transition entre la dépendance et l'autonomie affective est insécurisante, gardez à l'esprit que ce malaise n'est que passager et au bout du compte vous grandissez. Peu importe la vérité de votre histoire, sachez qu'il y a une autre voie, une autre issue. Et vous êtes probablement désespéré de n'avoir pas encore trouvé la voie. Lorsque vous regardez ce que vous êtes à cet instant précis, lorsque vous voyez votre mal-être, lorsque vous voyez les autres heureux et vous délaissés, dites-vous que vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas. C'est la force et l'énergie d'avoir vécu. Malgré toutes vos difficultés, toutes vos peurs, toutes vos angoisses, vous êtes toujours debout. Vous êtes donc fort ou forte, et c'est cette même force que vous allez maintenant utiliser pour vous en sortir. C'est cette même force que vous allez dompter pour vous ériger en monde personnel où vous vous aimez, où vous vous suffisez vous-même et où vous vivrez en paix avec vous. 2. Exprimez vos émotions et vos besoins. Pourquoi fuyez-vous la discussion comme la peste? Lorsqu'une question vous oblige à exprimer vos émotions, c'est le silence. Lorsqu'une discussion risque de s'amorcer, vous allez vous coucher ou nettoyer une cuisine qui d'ailleurs est suffisamment propre. Lorsqu'un problème se pose, prenez plaisir à en parler avec votre conjoint ou votre conjointe. Cela vous fera un bien énorme. Dans le concept de couple, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui doit être votre confident le plus intime, votre plus grand allié, votre premier complice. Autre chose, notez sur papier ce que vous ressentez. Vos angoisses, vos peurs, vos soucis. Vous remarquerez aisément que tout ce qui vous irrite, vous agace, vous énerve sera moins lourd à supporter. Vous libérez ainsi votre esprit et c'est une autre façon de vider votre poubelle. Cela vous évitera bien des tortures mentales. Ne remettez pas cet exercice au lendemain, faites-le maintenant et voyez l'effet qu'il vous fera. 3. Prenez plaisir à être seul. Je sais que vous aimez être entouré, savoir que vous comptez pour vos amis, votre amoureux, votre famille. Le pire est que lorsqu'ils ne sont pas là et que vous ne pouvez pas les voir, vous vous sentez seul, triste. Vous ressentez aussi un gros manque d'amour et d'affection. Je sais. Considérez qu'être seul est quelque chose de joyeux. Quelque chose de joyeux. Vous pouvez en profiter pour faire des choses que vous aimez faire. Lire, écouter de la musique, faire du sport, jouer d'un instrument ou apprendre quelque chose de nouveau. Si ce soir vous êtes seul, que votre amoureux n'est pas là, faites-vous un joli et excellent dîner aux chandelles.
accompagné d'une douce musique d'ambiance. C'est tellement agréable. Ces petits instants que vous passez avec vous, seuls, peuvent devenir de purs moments de plaisir. 4. Booster votre niveau d'estime de soi. Dépendance affective rime toujours avec manque d'estime de soi. Il est impossible d'être émotionnellement dépendant et d'avoir une bonne estime de soi. La première de toutes les solutions à la dépendance affective, c'est vraiment de s'aimer profondément et inconditionnellement. Voici 10 principes qui vous guideront à élever votre estime de vous-même. Accordez-vous chaque jour une parenthèse de plaisir. Concentrez-vous sur vos points forts et vos réussites. Apprenez à dire non. Soyez prêt à vous investir dans vos désirs. Résistez à l'envie de changer pour que les autres vous aiment. Donnez la priorité à l'opinion que vous avez de vous-même. Accordez de l'importance à vos idées. Gardez une image positive de vous-même dans votre esprit. Entourez-vous de gens positifs. Prenez soin de vous. 5. Comment gérer efficacement vos crises de panique? Pour atténuer de beaucoup vos crises de panique, fermez vos yeux et faites des respirations profondes. En effet, lorsque votre respiration est longue et profonde, votre activité mentale est ralentie et votre corps détendu. Il est impossible de vous énerver lorsque vous avez une respiration calme et profonde. En faisant cet exercice, vous noterez qu'au bout de quelques minutes ou quelques secondes, votre calme est revenu. 6. Comment surmonter la peur du rejet et de l'abandon? Je vais maintenant vous enseigner une technique efficace pour surmonter la peur du rejet. La technique, elle est simple. Ayez avec vous une feuille et un stylo. Ayez avec vous une feuille et un stylo. Ok. Première étape, identifiez et notez à la main, dans votre carnet ou sur feuille, la liste des personnes pour qui vous ressentez la peur qu'ils vous rejettent. Écrivez par exemple: les gens dont je crains le rejet sont Marc, Marie, Sylvie, etc. Deuxième étape. Identifiez et notez maintenant la façon dont votre peur du rejet se manifeste. C'est-à-dire, comment allez-vous réagir s'il vous rejette ou vous abandonne? Qu'allez-vous ressentir si cela arrivait? Vos sentiments négatifs. Par exemple, s'il me rejette ou m'abandonne, je me sentirai trop triste, déprimé. Je sentirai un grand manque d'amour et d'affection. Je ne fonctionnerai plus normalement, etc. Je vous laisse du temps pendant que vous faites tout cela. Si vous sentez le besoin de plus de temps, mettez l'enregistrement en pause. Troisième étape. À l'aide d'un feutre rouge ou d'un stylo rouge, barrez tous les sentiments négatifs que vous avez notés à l'étape précédente. Faites une croix dessus et écrivez en grand caractère Stop. Quatrième étape. Identifiez et notez les comportements alternatifs positifs que vous allez opter. Par exemple, mon comportement alternatif, je suis calme, très très calme. Je suis bien, même très bien, en pleine possession de tous mes moyens. Je réunis toute mon énergie. En moi, l'harmonie et la paix de l'esprit règnent en maître. Je préfère exprimer ce que je souhaite obtenir et de m'entendre dire non plutôt que de ne jamais rien demander et ainsi ne rien obtenir, etc. Je vous laisse du temps pendant que vous faites tout cela. Encore une fois, si vous sentez le besoin de plus de temps, mettez l'enregistrement audio en pause. Pour accentuer les effets, gardez bien en tête que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais moi qui vous parle, il y en a qui me détestent et il y en a qui me trouvent adorable. On ne peut pas plaire à tout le monde.
7. Débarrassez-vous du sentiment de culpabilité. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'une femme souffrant d'un profond sentiment de culpabilité. Lorsqu'elle se réveille le matin et que son mari est de mauvaise humeur, elle se demande systématiquement dans sa tête « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Lorsqu'elle est avec une de ses amies, ou même un inconnu, qui tire la mine, elle a l'impression que c'est elle qui les met dans cet état et que c'est sa présence qui gêne. Le sentiment de culpabilité agite-t-elle un cercle vicieux, un effet boule de neige. On se demande pourquoi une telle chose nous arrive et on finit par se convaincre qu'on a certainement fait quelque chose de mal. On se trouve ensuite des défauts, des imperfections, des fautes imaginaires et on se sent encore plus coupable. Pour sortir de cette impasse, vous devez réagir tel un reset. Comment? La culpabilité est semblable au cholestérol. Il y a une bonne et il y a une mauvaise. La mauvaise culpabilité fait de vous un coupable en permanence. Vous éprouvez un sentiment vague de culpabilité sans pouvoir le relier à une faute précise. Cette culpabilité-là, éloignez-la. La bonne, en revanche, correspond à la responsabilité. Elle porte sur des faits précis, réels, dénoncés par votre conscience. Un mensonge, un vol ou des paroles blessantes. Vous devez donc faire la claire distinction entre mauvaise culpabilité et responsabilité. 8. Surmonter la peur de déplaire et de prendre des décisions. Pour cela, vous pouvez vous répéter des phrases positives. Répétez après moi ces phrases positives et voyez l'effet qu'elles vous feront. J'ai le droit de dire non aux autres sans perdre leur amour. Il m'est de plus en plus facile d'exprimer mes pensées et les gens me comprennent aisément. Il est impossible de plaire à tout le monde, vraiment, et c'est normal ainsi. J'ai le droit de prendre des décisions. Je sais ce que je veux et je l'exprime clairement. Mon opinion a de la valeur. Je suis important. J'ai cessé de me préoccuper de ce que les autres pensent de moi depuis le jour où j'ai compris qu'ils passent leur temps à se demander ce que moi je pense d'eux. Plus vous allez vous répéter ces phrases positives, plus elles feront partie de votre personnalité. 9. Utilisez la pleine puissance de la modélisation de l'excellence. Partager votre problème avec une personne éprouvant les mêmes difficultés que vous ne sert strictement à rien. Analyser une performance moyenne n'a aucun intérêt. Vous connaissez probablement des personnes qui ont eu le même problème que vous et qui ont réussi à s'en sortir. Mettez-les en quelque sorte dans votre collimateur. Faites-en des mentors, des modèles. Approchez-les. Demandez-leur quels sont leurs critères, leurs recettes, leurs motivations, leurs comportements, leurs secrets. Intégrez ces valeurs et appliquez-les. En suivant les pistes de ceux qui ont réussi, vous irez plus vite, vous arriverez au bon résultat et surtout vous gagnerez du temps. Là où vous serez obligé de monter les marches une après une, vous prendrez l'ascenseur. Privilégiez donc dans vos lectures des livres écrits par d'anciens dépendants affectifs. Le vieux principe de l'apprentissage par essai-erreur peut certainement être une option pour vous, à condition d'avoir beaucoup de temps et d'argent pour financer vos erreurs. Il existe également un risque élevé de devenir désabusé et par conséquent se joindre à l'infini de personnes qui ont essayé, échoué et jeté l'éponge. Votre mentor doit être quelqu'un qui est prêt à vous aider, à partager avec vous son expérience et à vous guider sur le chemin que lui-même a parcouru avant vous. Choisissez un ou une mentor avec lequel vous vous sentez à l'aise, quelqu'un que vous respectez et en qui vous avez confiance. Soyez honnête dans vos conversations. Demeurez ouvert aux commentaires. Vous n'avez pas à faire tout ce que vous suggère votre mentor, mais vous devez analyser son expérience et ses idées. Un dernier point important, vous pouvez prendre une personne comme mentor, même s'il ne le sait pas. Le simple fait de le prendre comme modèle, de voir ce qu'il fait,
de le comprendre et de vous mettre à sa place reste une forme de mentorship. Alors voilà, je viens de vous révéler mes 9 secrets, des secrets qui devraient logiquement apporter plus de lumière dans votre vie. Je vous ai trouvé les bonnes graines, je vous ai donné un coup de main afin de les semer, c'est maintenant à vous de les arroser. J'espère très sincèrement que cet enregistrement audio vous a plu, vous sera utile aujourd'hui et dans les jours à venir et contribuera de beaucoup à vous propulser vers l'autonomie affective.